Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé encore pour le petit décalage par rapport aux horaires habituels à la publication de cette émission. J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment sur le projet parallèle là, donc de la blockchain humanitaire. Et du coup, j'étais obligé de m'en occuper ce matin et donc de vous faire les émissions après. Mais bon, normalement, de toute façon, sur les horizons de temps qui sont traités, vous êtes au courant de tout ce qui est en cours, de tout ce qui est à faire, pas à faire. Donc pas de grandes nouveautés évidemment sur les cryptos. Le constat est toujours le même. Là, je prends l'Ether, mais bon, je vais prendre Bitcoin, c'est un peu la même guerre. Donc un peu au milieu des ranges, on vient chercher des soutiens acheteurs dans des cycles qui s'éternisent. Mais c'est bien évidemment le principe, c'était de dire, voilà, il se passe tellement plus rien que on va attendre de recréer des cycles. Pour l'instant, c'est très très mou. Trouver un timing là-dedans, c'est un exercice très périlleux. Je dirais, et je maintiens toujours, que pour ma part, sur Bitcoin, tout ce qu'on attend maintenant, c'est de voir le marché venir déchirer les trendlines baissières une bonne fois pour toutes. Cette fois, arriver à les installer, mais avec des creux et sommets ascendants. Et là, ce sera quelque chose d'un petit peu mieux. Je préférerais toujours que la sortie haussière se fasse en premier, c'est-à-dire qu'on vienne dire bonjour au 8005 avant d'essayer de dépêter les 5008, on va dire les 5009. Normalement, on est supposé trouver un support entre 6100 et là. Normalement, on est supposé casser cette première zone-là, voilà, et dire bonjour entre les deux, c'est-à-dire tenir. Voilà, ça c'est ce qu'on est supposé faire après. Donc normalement on est supposé monter, puis venir casser ça si on suit le schéma exactement de copie de 2014. Donc encore une fois c'est une projection, ça ne veut pas dire que le marché va absolument faire ça exactement, ça donne juste des zones dans lesquelles on cherchera des signaux. Donc en gros ici, si la première des choses que vous faites c'est mettre un graphique 2 heures et essayer de traîner des signaux, ou mettre un graphique 15 minutes et essayer de traîner des signaux, on n'est pas pote, il n'y a rien à faire ici, on n'est pas sur une zone intéressante, la seule chose à faire ici c'est ce qui a déjà été fait et je ne cesse de vous le rappeler. Donc patience toujours, je sais que ça vous démange les doigts pour la plupart, mais vraiment, voilà, on s'en fout. Les mouvements de prix, là, de court terme, sont totalement irrationnels, dus à des flux et à des FOMO. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est soit avoir les informations avant tout le monde. Malheureusement, ni vous ni moi ne sommes dans ces cas-là. Donc, à défaut d'avoir l'information avant les autres pour pouvoir en profiter, vous ne faites surtout pas de FOMO, puisque ceux qui vont le faire se feront majoritairement démonter la tronche dans ces cas de figure-là. Voilà, allez, donc on passe aux autres marchés et il y a des choses à dire. Donc ce matin ça dégomme, on va voir Daxu si ça a pété le support. Voilà, on vient chercher quoi précisément le deuxième support qui avait été identifié. Est-ce que dans ce cas-là il faut s'amuser à shorter tout ce qui passe? Pour moi la réponse est non. Côté DAX, c'est normal, on emmerde le monde et ça m'aurait étonné franchement qu'on trouve un support sur cette oblique. Maintenant, vendre, non. Acheter, je dirais clairement pas non plus. Il y a la séance américaine qui arrive cet après-midi et elle a l'air assez pétillante. Parce que je suis assez curieux de voir quel va être le prix d'Apple ce matin en ouverture. Ce matin à Wall Street, dans une heure et quelques. Quand ils vont ouvrir à Wall Street, je me demande quelle tronche va faire Apple et je me demande quelle tronche vont faire les investisseurs si Apple se met à gaper sous les supports. Donc on va aller regarder ça après. Mais donc je pense que la petite alerte là qu'on a ici, c'est soit Wall Street va l'acheter direct, on n'en discute plus et c'est réglé, soit malheureusement ça risque de chier un peu plus dans la colle. Et si Wall Street enquille, c'est-à-dire si on part de moins 1,50 et que Wall Street enfonce le couteau, c'est du moins 4, moins 5 à attendre ce soir encore sur le Nasdaq. Surtout que il traînait la patte, notre pote Nasdaq, depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que c'était lui le plus haussier des indices, mais malheureusement il avait du mal à trouver des volumes. Donc c'était pas très très bon signe. Ça traduisait pas le buy the dip, pour être clair. Ça traduisait plutôt le ou putain on retrace avant de se reprendre une grosse tartasse. En gros le scénario que moi je vous avais défendu. Donc pour l'instant c'est ce qui semble se mettre en place. On va voir si ça confirme cet après-midi. En tout cas Wall Street démarre sous le signe du risque. Et on va voir si donc, encore une fois, là, il y a un risque de buy the dip, c'est-à-dire que comme cette fois, les Européens sont allés chercher tous les niveaux techniques possibles, soit ils enfoncent, et je vous dis, dans ce cas-là, le DAX va accéder aux zones inférieures, c'est-à-dire générer des breakouts baissiers, et là, on va basculer sous les 11 000 points, et ça va devenir beaucoup plus sanglant. Donc je vous dis, c'est bien de l'ordre du moins 4, moins 5 à Wall Street à envisager dans ces scénarios-là, où, je vous dis, c'est le scénario du tout va bien, buy the dip, et dans ce cas-là, il y aura de nouveaux sommets à escompter sur les différents indices, on va dire,
si sous condition de revenir chercher des résistances. C'est-à-dire que si là on vient juste faire un petit rebond et que ça se réécroule dans les prochains jours, il ne faudra évidemment pas le constituer ça. Mais si ici on vient vraiment à constituer un support, je parle notamment du DAX, parce que pour moi c'est vraiment le plus intéressant. Et si le DAX vient ici constituer un support, revient chercher ses résistances, je pense que derrière ça veut dire nouveau sommet historique. Donc vous avez bien compris que comme Wall Street paye tout ce qui monte et ne vend absolument rien de tout ce qui baisse, en gros, si les autres indices se décident à remonter, je ne vois pas pourquoi Wall Street essaierait pas de remonter également. C'est un jeu toujours très dangereux à Wall Street. Mais voilà, donc on va aller voir tout à l'heure, et je pense qu'on va même le faire maintenant. On va aller regarder APL After Hours. Et, oh putain, mais ça baisse pas, c'est incroyable. Hein. Bon, donc en After Hours, déjà non, ça n'a pas encore recommencé. Ah oui, il va falloir attendre 7 minutes pour avoir les premiers prix sur Apple. Mais là, avant l'ouverture, ok, d'accord, c'est attendu. Pour l'instant, ça s'échange 217,47, donc en baisse de 1,44%. Donc, c'est pas faramineux. Hein. On va aller voir ce que ça donne en termes de prix. 217 $. Donc, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'on gappe là-dessous. Donc là, ce serait bien que ça s'effondre encore une fois, Apple. Apple, ce serait bien que les indices US prennent une bonne tartasse, vraiment, et un Apple qui viendrait ouvrir là à 210 $, là ce serait parfait. Gap sous le support, et là c'est la bérésina à suivre derrière. Entre guillemets, de par la clôture qui s'est faite hier à 220, 217, voilà, on n'est pas loin, quoi. C'est-à-dire c'est un nouveau gap baissier, toujours dans cette zone de range, mais après un bel échec hier, et ça c'est cool, ça c'est ce qui me plaît. Hier on revient chercher la zone des 222,3 là, et toujours impossible de revenir clôturer ici, ça mèche, ça vend. En gros ils ne trouvent pas le volume qu'il leur faut pour monter. En général, quand il y a ça, quand on arrive sur des supports et qu'il n'y a pas de volume, c'est pas très très bon signe. Ça veut surtout dire que vu qu'on ne trouve pas le soutien sur les supports, on va générer le volume en cassant les supports, c'est-à-dire en chassant les stops. Maintenant, j'aimerais bien voir ça. Donc attention, hier, ça a tenté le franchissement de la résistance, c'est un échec. Par contre, si aujourd'hui, on devait s'y réattaquer aujourd'hui ou demain, là, je pense que cette fois, il y aura très très peu de résistance et donc on risque de trouver un volume acheteur à travers celle-ci. Donc moi, je veux voir le volume vendeur à travers le support et pas le volume acheteur à travers la résistance. Tant qu'on est dans cette dynamique-là, j'ai envie de dire, tout va bien. Les facteurs de risque sont bien là, on voit bien le VIX qui remonte. On voit bien le gold qui franchit sa résistance, donc c'est bon signe, ça veut dire que l'installation douce, mais elle aura pris du temps, l'installation sur le gold, de la perception du risque, on voit bien qu'aujourd'hui le capital se positionne un petit peu plus dans les facteurs où le risque est perçu comme étant moins grand, donc les actifs refuges, et j'espère toujours voir ce fameux switching, donc des gros actifs de croissance vers des gros actifs de value stock, c'est-à-dire des actifs survendus qui sont sur des prix plutôt proches de leur plancher structurel, quoi. Donc là, je pense qu'on est on est à l'aube de ça. Je vais voir, mais aujourd'hui, donc ça se présente pas trop mal. Un nouveau gap baissier, et on va voir donc si ce gap baissier est suivi à Wall Street ou non. Côté Shanghai, il faut être précis, d'accord. La séance est baissière, certes, mais elle est ce qu'on appelle une inside bar. Donc ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle neutralise le rebond. Ça veut dire que là, on ne parvient plus à maintenir la dynamique haussière. On clôture en bas, ce qui n'est pas bon, mais ça veut dire que là, effectivement, on est venu chercher la médiane du range. On peut très bien y faire mumuse quelques jours. Je reste quand même en faveur d'une recherche de ce sommet-là à terme. Maintenant, la question, encore une fois, c'est quels sont les cycles, quels sont les timings. Moi, je pense que là, le risque, de toute façon, à Wall Street, on attend qu'il soit vraiment pricé sur les gros actifs comme Apple et compagnie. C'est la question du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on va s'y attaquer réellement ou pas du tout ? Voilà, ça démarre sur une note favorable, puisqu'on voit que le Nasdaq est très légèrement plus baissier que les autres. C'est bon signe. Maintenant, je vais voir ce que ça donne en termes d'action elle-même. Donc normalement, je m'attends à ce que Nvidia soit bien sanglant également. Donc Nvidia, de toute façon, à mon avis, ça va faire partie de... Voilà, Nvidia se prend 3,15 avant l'ouverture. Donc c'est pas mal, ça veut dire qu'Nvidia continue et accélère, c'est-à-dire ça gape à la baisse après la clôture ultra bear, donc je pense qu'Nvidia déclenche son crack. Donc là on rebaisse de 3%, on rouvre avec un gros gap baissier ici, je pense que ce ne sera pas acheté. On était bien sur une zone de breakout identifiée. Je pense tout simplement que le marché est en train de pisser le sang. Et moi, évidemment, je vais me régaler. Donc, bien fait de surveiller Nvidia. Je l'avais dit, je vous avais dit, on met en surveillance. Mais on ne fait rien pour l'instant. Je préfère pas prendre de profit.
pas sur ces zones de prix-là. Je pense qu'aujourd'hui, on va chercher sans grande peine les 23% de retracement ici, c'est-à-dire casser ce support-là. Donc mettez une alerte, moi c'est à la cassure de ce support que je vais étudier l'action de prix dans le carnet d'ordre et regarder si je prends un petit profit partiel ou non. Ça reste un niveau technique, hein, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le signe, c'est de dire, ok, terminé pour les tendances haussières de tous ces trucs. Ici, il fallait que ça relance, hein, en gros. Et ça ne trouve pas de volume, donc on continue, on enfonce. Aujourd'hui, attendez-vous à des chasses au stop sur Nvidia, donc une nouvelle grosse qui tombe, hein, je veux dire, elles tombent les unes après les autres, hein, qu'on soit bien d'accord, les Google, Facebook, tout ça, Tesla, tout ça c'est tombé, Twitter, Boeing, ça tient encore très bien, Amazon c'est encore assez soutenu, mais je m'attends là aussi à des baisses, hein, tout simplement, pas dit des fins du monde, vraiment, hein, mais des Amazon, ça peut sans problème déclencher une nouvelle vague de baisse, très catalysée, très concentrée. Des valeurs comme Google, tout ça, ça a déjà été survendu. Ça m'étonnerait qu'on ait un fort potentiel. Il leur reste peut-être des 4-5% à tirer, guère plus que ça. Tesla risque de casser son support. Facebook, pareil, là, ça c'est déjà tellement survendu qu'on risque de casser le support, venir chercher les targets et c'est terminé pour le scénario. Moi, je suis déjà plus dans Facebook. Hein. Je fais plus rien là-dedans. J'aurais dû tenir, c'est clair, j'aurais dû tenir les scénarios jusqu'au bout. Hein. On va arriver sur les targets qui étaient annoncés. Mais donc, vous voyez, hein, ce qui à l'époque paraissait complètement fou et hors cadre de quoi que ce soit, hein, c'est fait, hein, c'est devant vous. C'est-à-dire que Facebook, ça cotait 217 et ça risque de se perdre à moins 35 par rapport au sommet. Hein. Bon, voilà. C'était impossible à l'époque. Google, il faut s'attendre probablement à des choses du même genre à terme, pas tout de suite. Hein. Mais donc, voilà, Twitter, même chose, hein, ça a chuté violent. Et je pense que là, par contre, la marge de progression est très faible. Donc là, Twitter, on arrive sous les supports, peut-être glisser un petit peu en dessous ici, chasser quelques stops. Mais pour moi, ici, la dynamique baissière n'est plus à mettre à profit. Hein. J'attends ici la formation des ranges, des retracements, et je rattaquerai les prochaines phases baissières de ces actifs-là. Donc tout ça, hein, voilà. Ce que j'attends maintenant, c'est donc des décrochages, des dernières qui tiennent toujours des supports, c'est-à-dire j'aimerais bien voir les Boeing générer les breakouts baissiers, aller chasser sous les supports, voir Apple déclencher et des trucs comme ça. Voilà. Si on peut voir tout ça aujourd'hui, ça me paraîtra pas mal. On voit donc que Nvidia est la prochaine à tomber, et la suivante dans la liste à tomber, hein, donc les unes après les autres. Les valeurs indomptables se prennent des headshots. Très clairement, ok, hein, Apple sera peut-être la dernière dans la liste, mais je reste persuadé qu'Apple va se prendre la cartouchasse du siècle également. Et évidemment, là, étant donné la valeur stockée dans cette action stupide, faut être conscient que ça risque d'en détruire un bon gros paquet de valeurs. Donc, évidemment, quand on commence à détruire des grosses capis, ça commence à faire mal dans les portefeuilles d'investisseurs, mais c'est bien entendu le schéma. Hein, je préfère le maintenir. Les gens qui sont intelligents, on va dire ce que j'appelle la smart money, ça fait des mois qu'ils réduisent leur exposition à ces valeurs-là. Ils ne sont pas stupides, eux. Ceux qui sont stupides sont ceux qui achètent Apple à des prix complètement exorbitants, et c'est clairement pas de la smart money qui achète ça. Hein. Donc voilà, il faut bien être conscient de ça. Évidemment, on va détruire une portion de capital, c'est logique, mais la smart money, elle s'est préparée à ça. Hein. Voilà, donc elle est petit à petit en train d'acheter des actifs de couverture, en train de commencer à faire la rotation et attendre que, entre guillemets, on s'attaque difficilement au support. Et une fois que c'est fait, ils s'y seront préparés. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les plans sont déjà là. On attend juste que le marché prenne la décision. Est-ce qu'on relance une nouvelle vague de hausse complètement tarée et on laisse Apple monter, hein. Encore une fois, ces gens-là n'ont pas coupé tous leurs achats d'Apple, mais ils ont probablement réduit assez considérablement l'exposition à ces valeurs-là, face au risque croissant d'être là-dedans. Mais ils n'ont pas revendu tout leur Apple, hein, clairement pas. Et encore une fois, Apple qui perd 40% de sa valeur, ça restera positif pour un mec qui a tradé ça intelligemment. Hein. Un mec qui a acheté du Apple intelligemment, il les achète dans les creux, 2013, achète par là, et ils ont renforcé. Donc peut-être, les derniers ont peut-être renforcé un petit coup ici, mais clairement, vous pouvez être certain qu'ici, ils encaissent. Hein. Ils peuvent peut-être en garder un petit peu pour espérer une nouvelle poussée complètement débile, mais réfléchissez toujours. Comme une smart money va réfléchir. Réfléchissez pas comme vous, comme un petit particulier avec vos petits deniers. Réfléchissez gros montant, smart money, gestion du risque. Quand vous réfléchissez comme ça, vous comprenez comment le marché fonctionne. Parce que c'est ces gens-là qui font bouger le marché, et clairement pas vous. C'est pas le plancton qui définit le mouvement de la mer. Le plancton, il suit le mouvement de l'océan et point barre. Donc le principe, c'est de dire, dans Apple, la smart money, elle a évidemment soutenu les cours ici.
et majoritairement là. C'est là où vous voyez le volume, puis là, ça s'écroule. C'est-à-dire que là, leur exposition à Apple, elle est là, mais ils ne renforcent plus vraiment leur position. Voilà, ils ont vraiment acheté les phases de croissance et ils laissent monter. Voilà, ils ont investi dedans en 2009, 2010, soutenu en 2013, et ici, ils ne font plus rien. Ils laissent monter les prix, et là, par contre, ils commencent à se faire la malle. Évidemment, c'est à ce moment-là que ça intéresse les particuliers qui sont là, ah oui, super, Apple, ça va monter forever. Vous avez compris le principe. C'est toujours pareil, la smart money prend les bonnes décisions, la dumb money prend les décisions stupides, et qui perd de l'argent au final, toujours les mêmes, c'est normal. Donc voilà, on attend de savoir ça, mais la smart money, voilà, même si ça tombe là, je dis, si Apple, bam, se prend un mouvement épidermique, bon, moins 25, oh, mais ils en ont rien à foutre. Ils auront pris des profits sur la phase de hausse, ici, là. Ils auront distillé un peu ici, ils distillent probablement un petit peu ici. À qui veut bien acheter, il faut bien du volume acheteur. On parle bien de gens qui ont mis des milliards dans ces capitalisations et qui doivent les retirer face à des petits acheteurs qui arrivent à coût de capitaux de 2, 3, 4, 5 000 euros. Là, on parle de gens qui arrivent et qui vont acheter 10 actions d'Apple. Le fonds d'investissement qui a mis 50 milliards dans Apple, j'aime autant vous dire que lui, il en détient un bon paquet des actions. Et pour les distiller à coût de 10 par 10, il en faut des acheteurs en face. Donc c'est bien la question. C'est parfait que les acheteurs arrivent et que les particuliers arrivent. Ça permet aux institutionnels de sortir. Et bien évidemment, il va se passer quoi une fois qu'ils seront sortis? Personne ne soutiendra les supports. Donc ce sera la bonne vieille Bérésina où, entre guillemets, sur les supports, il va y avoir quoi? Que les stops des acheteurs stupides qui ont acheté les sommets. Et forcément, le marché va faire quoi? Va aller arracher ses stops les uns après les autres, et c'est la dégringolade que vous connaissez. Donc il y a un risque assez fort de revenir chercher cette trendline, tout simplement. Et cette trendline, elle est loin, elle est à moins 15 sur Apple, et c'est le stricto minimum. Ici, probablement attendre un petit rebond, mais évidemment, derrière, on risque de l'enfumer. Qui va acheter Apple à ces prix-là? Personne. La smart money, elle ne va pas acheter ici. Et si elle vend, elle ne va pas s'amuser à racheter un simple moins 15%. La smart money, elle attend probablement de retrouver des prix très intéressants, c'est-à-dire cette zone support, 100, 110, 120. Et c'est probablement ici qu'ils vont racheter. Quand vous serez complètement en panique, en train de vous dire « Ah mon Dieu, mais j'ai acheté Apple à 230 $, ça vaut que 100 $ aujourd'hui, putain, fais chier, je revends. » Voilà, évidemment, le jour où les imbéciles qui les auront achetés à 230 $ les revendront à 100 $, évidemment que la smart money, elle sera là pour les acheter, tout ça. Il n'y a aucun problème. Donc, pensez intelligent, voilà. La smart money, la patience, elle l'a. La gestion du risque, elle connaît. Il n'y a aucun problème. Face à ça, vous avez des gens qui n'ont aucune patience, qui ont une avidité sans limite, qui n'ont aucune connaissance des structures de gestion du risque, et pire que ça, qui n'ont aucune connaissance des actifs eux-mêmes. On fait un petit point à Apple, je vous ai mis ça l'autre jour dans Twitter, c'est très important que vous compreniez ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui maintient Apple? C'est les rachats d'actions. Les montants sont astronomiques comparés à la liquidité qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple fait quoi? Apple est là pour donner de la liquidité dans un marché qui en manque cruellement. Il n'y a pas énormément de gens qui achètent Apple, il y en a, mais ce sont des petits porteurs. Et qui achète Apple aujourd'hui? C'est surtout Apple. Mais en fin de cycle, c'est pas très intéressant. Voilà, on va le faire. Je vais vous mettre. Voilà. Donc on va mettre share buyback. Alors, je ne l'ai pas trouvé en français bien. C'était Investopedia. Voilà. Donc je vous inviterai à lire tout ça. Ce qui est important, voilà, c'est vraiment ce chapitre-là. Voilà, le downside of buybacks. Le problème, c'est donc ce qu'ils vous disent. Quand on rachète les propres actions, ça affecte le credit rating de la compagnie, qui doit donc emprunter de l'argent pour racheter ses actions. Là, c'est pas le cas, donc on parle absolument pas de ça. Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'avais vu. Bon, c'est pas grave, je vais aller la chercher sur Twitter. Ah, voilà. Donc, je l'avais mis ici. Alors, bon, voilà. Donc, alors que les investisseurs ont tendance à adorer les rachats d'actions, il y a plusieurs désavantages pour les investisseurs, dont plusieurs désavantages dont ces investisseurs devraient être conscients. Donc, les rachats d'actions peuvent également être le signal d'un marché qui est en train de plafonner. Plusieurs compagnies vont racheter leurs actions pour booster artificiellement les prix. De façon habituelle, les compensations sont liées le montant des rachats d'actions vont être liés au matrix, comment on peut dire,
C'est fou, l'anglais parle tellement mieux que le français parfois pour exprimer des choses. Aux statistiques liées aux résultats. Voilà. C'est-à-dire que on va piloter le programme de rachat en fonction des résultats pour une raison très simple. C'est ce qui vous explique, c'est si les profits ont du mal à être augmentés, les rachats d'actions peuvent permettre d'augmenter certaines des statistiques des résultats, et notamment ce qu'on appelle l'EPS, c'est-à-dire l'earnings per share, le rendement par action en français. Tout simplement parce que comme vous diminuez le nombre d'actions en circulation, même si vous ne faites pas plus de profits, vous générez plus de profits par action. Et ça, évidemment, les investisseurs adorent ça, quand les actions rémunèrent plus. Par contre, c'est complètement artificiel. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise ne crée pas plus de profits, pas du tout. Par contre, un bénéfice par action va augmenter, non pas parce qu'il y a plus de profit, mais simplement parce qu'il y a moins d'actions en circulation. Donc il faut faire très attention, hein, c'est vraiment de façon superficielle, ça va augmenter les statistiques et donc l'attractivité d'une action, mais c'est une attractivité fausse, voilà. Donc on vous dit, alors également quand les programmes de rachat sont annoncés, généralement le prix de l'achat augmente et bénéficie, le prix de l'achat. Le prix d'achat de l'action augmente généralement à court terme, ce qui bénéficie donc aux investisseurs de court terme plutôt qu'aux investisseurs qui recherchent une valeur à long terme. Cela crée un faux signal pour le marché que les bénéfices sont en train d'augmenter dû à une croissance organique, ce qui est faux. Donc ce n'est pas une croissance organique qui génère l'augmentation des bénéfices, mais du coup la diminution de la quantité disponible d'actions, et ça finit généralement par dévaluer l'action. Pour des raisons très simples, on va expliquer ces mécanismes un peu plus en détail. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait qu'Apple risque de se prendre ? Quelles sont les conséquences en fait d'un rachat d'actions quand il est fait en fin de cycle ? D'accord ? Un rachat d'actions, quand c'est fait dans un bottom, là, en gros, ça veut dire les investisseurs vendent un peu trop les actions par rapport à ce que pense profil financier, ce que pense le CFO, et le CFO va soit utiliser son cash, généralement dans ces cas-là c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'effectivement l'entreprise va s'endetter pour racheter une partie de ses actions parce qu'elle pense que le marché price mal l'action, et dans ce cas-là elle va elle-même investir dans sa future croissance. Ça c'est un très bon signe. Effectivement, si c'est fait intelligemment, c'est un très 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 bon signe dans le sens où effectivement le corps décisionnel de l'entreprise a une très forte confiance. En général, c'est parce que le corps de l'entreprise a des informations que les investisseurs n'ont pas encore, et comme les investisseurs sont toujours en train de vendre, au bout d'un moment, tout simplement, le CFO dit « Ok, là, effectivement, on va avoir des gros contrats qui vont tomber, c'est le moment d'utiliser un peu de cash ou d'emprunter pour racheter une partie des actions. Ça nous permettra d'augmenter encore plus la profitabilité de l'entreprise. » Okay, parce qu'encore une fois, plus vous rachetez des actions, moins il y a d'actions en circulation, plus derrière chaque dollar de profit que vous réaliserez produira un bénéfice par action plus grand. Hein, voilà. C'est un investissement dans l'avenir quand c'est fait dans une phase où effectivement le marché sous-price une action. Et ça, dans ce cas-là, vous aurez un mécanisme différent, ce qu'on appelle le share buyback totalement positif. Quand vous voyez ça, au contraire, c'est très bon signe si l'entreprise est dans un secteur porteur, mais évidemment, c'est rarement les entreprises de croissance qui vont faire ça, puisque quand vous êtes dans un secteur de croissance, généralement, le pognon arrive à flot et il n'y a pas de souci avec les capitalisations. Hein, mais ça, c'est effectivement ce que vous verrez dans des value stocks, par exemple. Quand vous verrez un value stock qui est vraiment sur des ratios structurels et qu'il n'y a toujours pas d'investisseurs qui achètent, pire, il y a des volumes vendeurs qui arrivent, au bout d'un moment, il se passe quoi ? L'entreprise va s'endetter pour racheter les actions qui sont vendues. Et ça, c'est un très bon signe. Parce qu'effectivement, quand vous voyez ça, vous vous dites, OK, l'entreprise elle-même pense que ses revenus vont augmenter et elle-même investit dans sa propre future croissance. Et là, ça, c'est très bon. Donc voilà, premier cas de buyback, celui qui est positif, celui qui annonce une croissance future et une très forte confiance de l'entreprise dans sa capacité productive à long terme. D'accord ? Là, on parle bien d'une vision long terme et donc totalement productive et dont on peut générer des profits très intéressants. Le share buyback qui crée des sommets de marché. Là, c'est autre chose. C'est effectivement, ça concerne généralement les growth stocks, c'est-à-dire les valeurs de croissance en fin de cycle. On les voit généralement faire des rachats d'actions pour plusieurs raisons. Parce qu'elles ont un cash astronomique et qu'elles ne savent pas quoi en faire. Hein, tout simplement, Apple n'a rien à faire de ce cash. Donc, elle fait quoi ? Soit elle paye des taxes là-dessus,
Bon, bah voilà, ils ne sont pas très fans de ça. Soit on distribue des dividendes, des dividendes toujours plus forts, toujours plus énormes. Le problème, c'est que ça revient au même, de redistribuer la valeur à l'investisseur. Mais le problème, c'est que les dividendes sont taxés énormément également. L'avantage du share buyback, c'est qu'en diminuant la quantité d'actions en circulation, évidemment, vous faites monter le prix des actions, artificiel, donc c'est le procédé dont on a parlé tout à l'heure, c'est complètement artificiel, le prix des actions monte, mais dans la tronche d'un investisseur, c'est cool quand le prix de l'action monte, parce que vous ne percevez pas un dividende sur lequel vous allez être taxé immédiatement. Par contre, évidemment, la valeur de votre portefeuille, la valeur de revente estimée de votre portefeuille augmente. Le problème, c'est que généralement, la psychologie fait quoi? Quand une action monte, personne ne vend, c'est bien connu. On ne vend pas une action qui monte quand on fait un suivi de tendance. C'est là où c'est problématique, et la raison pour laquelle les rachats d'actions monstrueux que fait Apple va simplement causer sa propre perte, c'est parce que c'est stupide. C'est la décision la plus bête qu'il y avait à faire. Effectivement, c'est court-termiste, et voyez ce que ça entraîne. Ça entraîne des bulles. Et le problème de la bulle, c'est que tout ça, ça va se retrouver effacé d'un coup, parce qu'aujourd'hui, on a des investisseurs complètement anesthésiés qui se disent « Super, écoutez, je détiens du Apple, la quantité d'Apple en circulation diminue, donc effectivement, les bénéfices par action sont toujours au rendez-vous. Donc, en fait, à chaque fois qu'Apple publie ses résultats, c'est bien, ça bat le consensus ou c'est proche du consensus, mais c'est pas parce que ça crée plus de profits. Ça fait 2 trimestres que les profits sont en baisse. Et pourtant, les bénéfices par action sont toujours là. C'est pour cette raison simple. Le cash d'Apple n'est pas utilisé dans une vision long terme, mais dans des visions purement court-termistes qui ne sont absolument pas à faire quand on a été un growth stock. On bénéficie déjà de survalorisation du fait d'avoir été dans un secteur de croissance. Il est complètement stupide de s'amuser à surpricer encore les valorisations. C'est comme faire un tax plan alors qu'on est déjà à 8 ans de croissance. C'est aussi stupide que ça. Ça crée des bulles encore plus grosses qu'avant et ça créera des cataclysmes encore plus gros que prévu. Tout simplement parce qu'ici, tout le monde est à l'achat d'Apple, personne ne vend parce que les bénéfices par action sont là, mais tout ça, c'est des bénéfices latents, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vous annonce un prix de revente d'Apple à 221. Si dans une semaine, on est à 186, je suis désolé, en fait, vous pouvez sortir aujourd'hui, oui, mais à 186. Et puis si vous en détenez 10 des actions, vous ne devriez pas trop avoir de problème pour trouver une contrepartie acheteuse. Mais si vous en détenez plusieurs centaines de milliards, comment vous faites? Vous êtes bien emmerdé. Alors bon, pas plusieurs centaines de milliards, mais on va dire, si vous détenez plusieurs milliards de capitalisation d'Apple, comment vous sortez quand personne n'achète et que le marché vient de prendre en ligne droite moins 15% en une semaine? Vous êtes emmerdé, tout simplement. Donc il faut bien être conscient que la smart money, elle sait que ces valeurs-là ne créent que ces prix-là n'ont aucune valeur pour eux, parce qu'il n'y a pas assez d'échanges ici, il n'y a pas assez de volume qui s'échange pour qu'ils puissent considérer ces prix comme valables. Donc ils savent très bien qu'ici, ils distillent ce qu'ils peuvent distiller à qui veut bien acheter assez stupidement ces prix. Ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais revendre Apple à ce prix-là. Donc ils n'ont clairement pas acheté là déjà, ou très peu. Mais par contre, évidemment, ceux qui ont acheté là et là, aucun problème. Ceux qui ont acheté en 2009, les phases précédant les croissances, mais ils n'ont aucun problème. Ils ne perdront jamais de valeur sur Apple, même si l'action devait perdre 60%. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà. La smart money, elle ne s'occupe pas de ces prix-là. Elle, ce qu'elle fait, c'est de dire, bon, ok, il y a tant d'acheteurs, on va pouvoir en vendre un petit peu, mais il ne faut pas trop en vendre non plus, parce que l'objectif, c'est pas que ça s'écroule demain. Plus on arrive à tenir là longtemps, plus on incitera des stupides acheteurs à acheter. Donc on distille en fonction de la demande qui se trouve en face. La demande, c'est donc, comme je vous dis, les rachats d'actions d'Apple à court terme, qui entretiennent les prix dans ces zones-là qui n'ont aucune valeur, et les imbéciles assez cons pour aller acheter du Apple à ce prix-là. Apple ne sera pas ruiné. De toute façon, elle ne savait pas quoi faire de son cash. Donc c'est une des façons de le faire. Le problème, c'est que derrière, ça polarise encore plus la valorisation. C'est-à-dire, ça endort les investisseurs qui, au lieu de prendre des profits alors que l'action est sur des prix très intéressants, tout le monde se dit, je vais avoir de meilleurs prix, donc je ne vends pas, ce qui conditionne le fait que tout le monde va probablement vendre en même temps.
Tous les gens qui ont des visions de long terme ici, aucun problème. Eux, ils s'en foutent. Ils distillent ce qu'ils peuvent, mais ils se sont déjà préparés au risque de la chute de la valorisation d'Apple. Ceux qui traitent tous à court terme, par contre, et qui viennent chercher des petits profits mirobolants, pensant que ça va toujours monter plus haut parce que tant qu'il y a des rachats, ça ne peut jamais baisser. Non, vous allez voir, ces gens-là, ils vont se faire détruire la valeur, mais avec une rapidité astronomique. Et comme en plus, la plupart du temps, ces gens-là sont des petits particuliers qui se sont surexposés à la valorisation d'Apple, parce que là, c'est le mec qui a épargné pendant 5 ans, qui avait 5 000 euros de capital, et qui a acheté 20 actions Apple, voilà, qui a mis tout son capital dans Apple, et qui va en perdre 30 à 40%, bim, instantanément, en l'espace d'une semaine. Parce que quand ça va tomber, Apple, ça ne va pas tomber gentil, hein, il faut bien être conscient. On est sur une structure de prix, ici, qui s'effondrera probablement sur elle-même, c'est-à-dire un schéma de Ponzi, et quand on va commencer à baisser, il n'y aura que des stops à déclencher. Voilà. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et là, je vous parle encore des mecs qui ont acheté des actions. Je ne vous parle pas des mecs qui ont acheté des turbocalls. Je ne vous parle pas des mecs qui ont acheté des ETF avec levier. Je ne vous parle pas des... Voilà, parce qu'il y en a, par exemple, c'est ETF avec levier. Il y a 3 fois Apple dedans. Voilà, c'est des trucs de fou. Voilà, il y a des trucs complètement aberrants dans certains ETF. Et évidemment, en plus, ce sont des ETF qui ont été achetés en grande quantité. Donc il faut faire très attention à tout ça. Voilà, la structure d'Apple reste très dangereuse sur la zone de prix actuelle. Maintenant, attention, si ça ne tombe pas, il faudra attendre la prochaine. Mais moi, j'ai toutes les raisons de penser que ça ne va pas tarder à se péter la gueule. Et on va voir, la séance d'aujourd'hui me paraît extrêmement intéressante. Donc voilà, ça gabe pour l'instant et ça vend. La grande question est de savoir si on va aller s'attaquer immédiatement au support à l'ouverture. Si telle est la question, si tel est le cas, ça va plutôt saigner chez nos potes Apple. C'est donc le deuxième gap baissier. Alors troisième en fait dans l'ordre, parce qu'il y en a déjà eu un ici, comblé à l'ouverture et accéléré. Le deuxième ici, non comblé, on a tenté l'accélération, ça n'a pas marché, on a regapé à la hausse 2 jours après. Là on est en train de regaper à la baisse et le marché vend. Moi c'est ça que je veux. Je veux trouver le gap où en fait le premier tick à l'ouverture est vendu et tout simplement on ne remonte jamais. C'est vraiment ce qu'on appelle un gap d'accélération. C'est un gap qui va franchir des niveaux. Et être maintenu, c'est-à-dire un gap qui là va rester ouvert. Si ce gap-là il reste ouvert et qu'on attaque immédiatement à la baisse aujourd'hui, je pense qu'Apple donnera son signal de crack, tout simplement. C'est la grande question du jour. Voilà. Donc on va voir comment Apple se comporte, mais clairement, aujourd'hui, c'est le thème. Regardez, l'yen est en explosion, il n'y a pas de souci. Le marché aujourd'hui price bien le risque, c'est-à-dire qu'hier, c'était une séance à la con. GBP-USD se faisait démonter pour des raisons inexplicables. L'USD-yen cherchait des résistances. Bon voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. On reprend les directions. On voit bien que le marché est en mode panique globalisée, c'est-à-dire ça achète du yen. Toutes les conneries des derniers jours sont en train de se faire effacer. Le gold franchit ses résistances. On est bien là-dedans. La thématique est là. Le marché a envie de se faire peur aujourd'hui. On va voir si les requins sont assez chauds pour nous faire un buy the dip. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les contextes précédents, c'est-à-dire les précédents buy the dip, ceux où franchement, à chaque fois, Wall Street, c'était non, il n'y a pas de risque et tout. Là, on sent bien qu'on glisse sous les moyennes de 200 jours. On a bien des beaux breakouts baissiers qui se mettent en place après des structures exit. Voilà, pour moi, il y a tout pour que le Nasdaq ici se prenne une bonne grosse perchasse d'un bon moins 5 aujourd'hui ou demain, mais je pense que comme on veut marquer les esprits, pour moi le Nasdaq il doit aller là, donc qu'on se fasse moins 10 aujourd'hui sur le Nasdaq, je m'en branle, ça ne me gêne pas, c'est prévu, donc il ne faudra pas flipper aujourd'hui, il ne faudra pas vous dire oh mon Dieu mais on est déjà à moins 5, qu'est-ce qu'on fait sur le Nasdaq. Alors déjà il faut savoir un truc, si on va à moins 7 il y a interruption de cotation. Donc là, ça va commencer à tendre un petit peu les relations. C'est-à-dire que s'il y a un marché qui est supposé être liquide comme le Nasdaq, surtout le marché qui a généré toute la croissance du cycle économique se met à faire des interruptions de cotation à cause de baisses trop importantes, j'aime autant vous dire que ça va commencer... les mecs vont commencer à se dire « Ok, on n'est peut-être plus en croissance. » Donc on va voir. Moi, je pense quand même pas, mais le marché a cette volonté parfois un peu folle de marquer les esprits. Donc là, moi je dis aujourd'hui un moins 7 sur le Nasdaq, c'est pas impossible. Voilà, c'est clairement pas impossible. Par contre, là, ça annoncerait des choses très très dangereuses. C'est-à-dire que moi, à moins 7, là pour le coup, je pense que le Nasdaq, il va falloir s'y attaquer un peu plus fort. Maintenant, je pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, on va dire aujourd'hui, si on peut essayer au moins de faire moins 3, moins 4 au plus bas de la séance et essayer de clôturer, on va dire, proche de ses plus bas, ce serait pas mal. Ça annoncerait
probablement le fait que, comme je vous disais hier, le marché anticipe des cassures de support et on espérera dans ce cas-là jeudi que la BCE vienne calmer ces tensions. Donc dans ce cas-là, on atteindra le summum de la tension jeudi pour la BCE. Ok ? Donc notez ça, c'était évidemment le thème du jour. On va arrêter là-dessus parce que j'ai rien d'autre à vous mettre sous la dent. Qu'est-ce que je surveille ? Ah oui, la UDNZD, voilà, donc comme prévu, la UDNZD, je l'attends. Je l'attends à formation de ce range. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on clôture avec une inside bar, c'est-à-dire qu'on ne casse ni le plus haut ni le plus bas d'hier. Hier, qui je vous le rappelle, est une journée qui a ouvert en gap baissier et qui l'a clôturé immédiatement et on tient la clôture positive, c'est-à-dire on clôture au-dessus des 50% du chandelier. En 2 heures, c'est pas trop mal, mais voilà, moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal en l'état parce que les signaux sont toujours bearish. Donc je ne me positionne pas encore acheteur. Par contre, très clairement, là-dedans, j'ai mis des ordres. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai mis des ordres à l'achat et pas des petits sur la UDNZD. En gros, tout le volume que j'ai ressorti par là, je suis en train d'essayer de le remettre si on me le propose ici. Conditions, signaux ou pas signaux. C'est-à-dire que là, j'achète ces prix quoi qu'il arrive et après, j'espère avoir des signaux qui me confirmeront les reprises en main acheteuses. Donc on a déjà vu les premiers TP. Donc ça montre que les vendeurs ne sont pas extrêmement confiants. Si l'algo détecte des patterns de prise de profit, généralement, c'est que la phase de baisse, elle commence à se limiter. Donc soit ça, c'est une phase d'accélération, mais je pense pas. Je pense malheureusement que ça, effectivement, c'est une phase de range. C'est-à-dire, comme je vous dis, on break la médiane de range. Et ici, en fait, on vient juste essayer de déclencher quelques stops, mais surtout, on vient trouver des prix d'achat très, très attractifs. Donc là, je pense faire attention. Moi, ce que je veux voir là, c'est effectivement une nouvelle journée en soutien, c'est-à-dire que là pour l'instant les volumes qu'on voit sont vendeurs, c'est-à-dire que vous voyez, hop, la hausse de volume là ici, elle a catalysé les ventes, c'est-à-dire des sorties en fait de capitaux. Côté AUD plus que côté NZD. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est l'inverse, c'est-à-dire les capitaux revenir, c'est-à-dire j'aimerais bien voir une stabilisation. Donc inside bar aujourd'hui, derrière, on travaillera cette zone de range et je veux attendre de retrouver des journées qui viendront s'installer. Donc là, je pense la patience à AUD NZD. Je rachèterai ici parce que les prix sont très attractifs et surtout parce que le stop est très proche. Donc là, effectivement, c'est très intéressant de racheter ces zones de prix. Maintenant, voilà, pour être vraiment confiant et repasser en 5 sur 5 sur cette action-là, sur cet actif-là, il me faudra évidemment une structure de creux et une nouvelle hausse de volume dans ce creux. C'est-à-dire je veux voir le volume se calmer pendant plusieurs jours, puis réaugmenter et les prix derrière seraient orientés à la hausse. Quand on aura ça, là, je serai prêt à repartir sur des leviers 7 ou 8 sur AUD et NZD. Pour l'instant, patience, réduction des leviers, c'était obligatoire. Si vous voulez les remettre, pour moi, ça peut se faire sous condition au moins de signaux intraday là-dessous. Donc, je dirais qu'il faut au moins quand même qu'en 2 heures, on obtienne le exit. Donc je dirais, voilà, vraiment, ça rebaisse, ça revient par là. Et pour moi, la UDNZD, ça devrait générer quand même des signaux d'achat. Voilà. Donc attendre que ces signaux arrivent me semble être le choix rationnel à faire sur ce marché, mais il faut être prêt là-dessus. Faut garder une partie de votre cash pour acheter de la UDNZD. Ça reste toujours pour moi le scénario moyen-long terme. Alors là, c'est plutôt du long terme, mais on va dire moyen-long terme qui générera un cash de fou. En tout cas, là, il y a une espérance de gain énorme pour une prise de risque très très faible. Donc voilà, je pense que cette semaine, on devrait trouver les bottoms et d'ici la semaine prochaine, essayer de retrouver les sentiments haussiers. On voit bien en hebdo, je pense que là, on va faire le doji. On est survendu dans une tendance haussière et voyez bien le schéma qui se crée en mode parabole. Donc là, pour moi, on est vraiment très mature sur des prix extrêmement intéressants. Comme toujours, mon job à moi, c'est pas de vous faire des analyses en demi-teinte, c'est de poser mes couilles sur la table. Je les pose. Voilà, pour moi, ce marché-là, il est en train de maturer clairement et en train de nous donner les derniers prix très attractifs à l'achat avant d'attaquer des phases un petit peu plus verticales, donc des phases plus tendancielles. Je pense sincèrement que là, on est sur des choses beaucoup plus intéressantes. Et encore, je pense qu'on pourrait même partir de ce bottom-là pour le faire. Donc voilà, moi je dirais vraiment, on est sur des trucs un peu comme ça. Voilà, ça commence à paraboliser. Celle-là à la limite, ou ça, voilà. Ça commence doucement mais gentiment à prendre des structures bien haussières. Donc j'espère derrière enfin le franchissement de cette horrible résistance qui aura duré quand même. Rendez-vous compte, depuis août 2015, celle-là, quand on va la casser, elle va faire mal. C'est surtout que je pensais sincèrement que déjà à ce stade-là, on était mature. Ce qui fait que pour moi, ici, j'attendais. Rappelez-vous, la UDNZD, quand on l'a traité, pour ceux qui étaient là déjà en début d'année,
Ce pullback-là a été très très douloureux pour moi parce que la UDNZD, déjà là, je commençais à le racheter et je ne m'attendais absolument pas, encore une fois, à ces structures de consolidation très très étendues. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on fait la même chose. Vous voyez, ici, hop, pareil, j'étais très fortement acheteur de la UDNZD, forte conviction, tout comme je l'étais là, et le marché m'avait juste enfoncé durablement derrière. C'était un pain trade pour moi. Ici, c'était affreux parce que j'avais choisi de ne pas prendre mes bénéfices là-haut, pensant qu'on y allait. Pour de bon, quand on avait breaké ça, je m'étais dit non, que là, je prends pas les bénéfices, on y va, cette fois c'est bon. Et ben non, le marché vient là, je me dis ok, c'est qu'un pullback, donc c'est pas grave, je sors pas. Et puis au final, le marché m'avait mis en forte tension pendant les semaines qui suivaient. Mais j'avais pas switché pour autant, j'étais resté acheteur sans hésitation. Là, c'est la même chose. Je reste clairement acheteur et je pense que ce qu'on fait là, c'est la même chose que ce qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire, on retrace très profondément, on fait chier, on fait douter tout le monde. Moi, clairement, ici, je commencerai à penser à des invalidations, mais je ne sors pas mon scénario tant qu'on ne casse pas ce bottom, clairement. Je resterai acheteur d'AUDNZD quoi qu'il arrive. Mais là, voilà. Pour moi, là, ce signal de survente en l'état me semble très, très attractif. Alors attention, la bougie n'est pas clôturée. Elle le sera vendredi et ça laisse beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. Donc pour l'instant, voilà, vraiment, moi je dis beaucoup, beaucoup de prudence face à ce marché-là, mais je pense qu'on a atteint des niveaux de maturité là-dedans qui font que le prochain mouvement haussier, cette fois c'est le bon en fait. On a fait tellement de structures, de tentatives échouées. Vous voyez, on a tenté là le coup. Même chose ici, hein, aucune raison de penser que le marché allait pullbacker ici, et ça pullback une nouvelle fois. Alors c'est bien, ça veut dire qu'à chaque fois on fait le plein, on fait le plein, on fait le plein, le timing est jamais le bon. Au bout d'un moment, ça va arriver. Hein. Voilà, il faut être conscient que ce truc-là, quand le timing va tomber, vous voyez, là encore une fois, hein, j'étais prêt à penser que, hop, là, dès qu'on breakait ça, j'allais full levier, et ben non, ça passe toujours pas. Quand ça va passer, ça va être showtime. Hein. Voilà, vraiment là, je pense que cette fois, on y retourne une nouvelle fois. Et ici, derrière, c'est vraiment des phases complètement verticales. Aucun vendeur sur la décorrélation complète à UDNZD. Hein. Et là, je pense que derrière, en quelques trimestres, on se retrouvera sur des prix très, très attractifs. C'est-à-dire que par rapport au risque qu'il y a de se prendre un stop ici, il y a toujours un risque. Le rendement qui est associé derrière est énorme, hein, parce qu'une 10, 12, 15% sur du Forex, c'est vraiment énorme. Et à long terme, je vous dis, je vise le retour sur ces zones-là. Hein, c'est-à-dire que d'un prix actuel, ça fait 15 à 20% à faire de décorrélation entre AUD et NZD. C'est énorme sur un Forex. C'est énorme. Hein. Surtout que vous prenez ça, en moyenne, je risque de m'exposer à ce truc-là avec un levier 5 ou 6, ce qui veut dire que je vais probablement doubler la taille de mon compte, prendre un 40 à 50 000 euros, rien que sur ce trade. Voilà. Maintenant, il va prendre du temps, beaucoup de temps à construire, mais comme le rendement est énorme, il est clair et net qu'ici, je n'hésite pas à prendre un peu de risque quand il faut le faire. Maintenant, pour l'instant, le marché fait que rebrousser chemin à chaque fois, il finira par y aller. Quand il ira, ce sera plus intéressant. Voilà. Pour l'instant, ça comprime, hein, on voit bien en hebdo, le momentum toujours en compression. Je veux le voir enfin se décider à briser ces trendlines et installer une belle tendance haussière. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. DXY, on va en parler aujourd'hui une dernière fois. Hein, donc moi, ce qui me gêne, c'est que là, en DXY, on a quand même réussi hier à aller chercher une nouvelle fois des plus hauts. Et ça m'énerve, hein, parce que la semaine passée, elle était vraiment bien. On cassait le plus bas, on cassait pas le plus haut. Certes, on tenait une clôture haussière, mais je voulais surtout pas voir le dollar aller faire mumuse avec les résistances. Chose qu'il a fait, donc évidemment, ce matin. Donc ce matin, on est allé chercher les résistances. Je trouve ça complètement fou et anormal, mais bon, c'est comme ça. Donc je veux voir un vrai gros contre-pied aujourd'hui. Je veux voir le dollar se prendre une belle tartasse et donner un vrai beau signal de vente. Je veux pas le voir faire joujou dans cette zone de prix plus longtemps, quoi. Qu'on soit clair. On est sur des signaux vendeurs, il y a momentum et signaux. Alors le momentum n'est pas encore vendeur et j'espère qu'il va le devenir, c'est-à-dire ici on termine l'oscillation haussière et je veux le voir vraiment bam partir au sud et là on aura prix et momentum baissier dans des cycles baissiers, il y aura tout pour un carnage, c'est-à-dire des breakouts sous les supports. Évidemment, là, il y aura un trade en breakout à prendre sous ce support, il y aura un trade en breakout à prendre sous ce support, et je pense, vous voyez, que derrière, les autres supports à viser seront donc ceux-là, où ici, on pourra éventuellement escompter, trouver un petit achat, un petit rachat de position. Hein, donc là, le problème sur DXY, encore une fois, c'est un indice. Hein, donc ici, il n'y a pas de volume possible. Mais voilà, on voit bien les zones à viser. Hein, c'est hop, ici, boum. Ici, on commence sous condition de signaux à réduire. Mais je pense qu'honnêtement, ici, ça va continuer de breaker. Moi, je vise toujours une arrivée dans ces zones-là. Les soutiens de long terme, hein, en fait, tout simplement. Là où, franchement, il faudra réduire la voilure sur DXY, puisqu'ici, il y aura probablement des phases de range avant de nouveaux breakouts baissiers. Là, on fait des breakouts de court terme, donc typiquement des vagues 1. Derrière, les vagues 3 casseront les tendances de long terme.
terme, donc ici. Donc ça veut dire vague 1, 2 et 3. Hein. Donc dans le schéma, il faudra vraiment viser ça en plusieurs étapes. Mais je reste baissier sur le dollar, quoi qu'il arrive. Beaucoup se commencent à se poser la question. Hein. Rappelez-vous, le scénario baissier dollar, il était assez largement partagé. De mémoire, même Goldman a dit et annoncé se positionner en vue d'une baisse de 7% sur le dollar. Donc bon, hein, en général, si Goldman s'y attaque, c'est bon, voilà. Donc on va voir, mais évidemment, tout le monde à court terme fait l'inverse, c'est-à-dire que les gens se disent « Ah, mais bon, maintenant, il faut peut-être acheter le dollar. » Bon, voilà, moi je reste dans mes bottes, je pense qu'il faut être vendeur dollar. Il faut être très patient, hein, c'est du forex, donc le forex, le forex c'est des ranges et de temps en temps des tendances au sein de ranges plus grands. Hein. Le forex n'est que des ranges. La plupart du temps, le forex, on recherche une stabilité en fait dans l'échange de devises. Donc le range, c'est l'action de prix là, à privilégier sur des actions, sur des crosses de devises. La plupart du temps, le forex, 90% du temps, on est en range. Voilà. Évidemment, de temps en temps, et c'est ça qu'on essaye de choper, il y a des tendances où on va passer d'une zone de range à une future zone de range, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, la zone de range ici de dollar, là, avec son DXY, on va dire la zone de traitement des 95 sur DXY, je pense qu'on a passé assez de temps ici. Et que tout simplement, cette fois, on va rebasculer sous ces zones-là, et je vois difficilement un support se mettre en place. Au 94, je vois plus le marché venir se repositionner vers la zone des 92, on va dire 93-92. Donc voilà, sur le DXY, pour moi, c'est 93, on commence à réduire la voilure, 92, on sort, et on récupère de jolis gains là-dessus. Et on installe donc la valeur ici un petit moment, on revient à rejeter la zone 95 une dernière fois, et ensuite on ira s'installer sous les 90, je pense, à terme. Et donc c'est là hein, que le FX aura fait ses 7%. Moi je ne vise pas plus que ça, mais je pense que Goldman vise un retraitement de cette précédente zone de range, donc un retour vers la zone des 90 sur DXY, c'est ce qui moi en tout cas me semble être également le scénario à favoriser. Un qui m'intéresse aussi énormément, c'est l'USD MXN, hein, qui propose des prix extrêmement intéressants, mais alors de chez extrêmement intéressant, donc a bien validé son breakout l'autre jour, mais je pense très honnêtement hein, que sur ces zones de prix, moi je risque de lui remettre une petite cartouche, hein, parce que là les prix sont très 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 intéressants sur l'USD MXN. Je le vois en aucun cas franchir cette résistance là, mais vraiment en aucun cas, hein, ça pour moi c'est vraiment un marché qui a encore alors le problème c'est ça, c'est qu'il y a une zone de vente ici qui n'a pas été traitée. Vous voyez, cette zone là n'a pas été revisitée, la zone des 19-20. Donc il y a une possibilité que le marché ici soit en train de prendre tous les vendeurs à contre-pied juste pour venir tester, rejeter rapidement cette zone. C'est une possibilité, donc il va falloir rester face à ce risque potentiel. Il va falloir gérer son risque face à ça. Voilà. C'est-à-dire pas se surexposer, parce que si le marché vient là, il est hors de question que le scénario soit invalidant, c'est-à-dire que vous ayez une perte qui dépasse 3-4% de capital là-dessus. Moi, je ne risquerai pas plus de 3, hein. J'ai une confiance sur l'USD MXN, mais si jamais... voilà, moi je dis, ici, si le marché vient là, il ne faut pas que vous perdiez plus de 3%, ce qui veut dire que il ne faut clairement pas avoir de levier pour l'instant sur ce marché, ce n'est pas possible, surtout que l'USD MXN, je vous le rappelle, est quand même une des paires Forex parmi les plus volatiles. Donc, le levier est là pour compenser des actifs qui manquent de volatilité, mais voilà, hein, juste pour représentation, ça fait quand même 9%, donc si vous amusez à ne serait-ce qu'avoir un levier 1 sur l'USD MXN, voilà, moi par rapport à mes prix d'entrée qui sont là, hein, mon prix moyen est là, si on monte là-haut ça fait 6, imaginez-vous si j'avais un levier 1, on est bien au-delà de tout type de perte que je pourrais considérer comme supportable. Donc pour l'instant j'attends que celle-là, elle arrête ses conneries. On peut très bien revenir rejeter une dernière fois cette résistance-là. C'est possible. Ce qui est certain, hein, je vous dis, celle-là, dès qu'elle repart au sud, je lui mets là, j'irai avec un levier 1 et probablement un peu plus. Légèrement plus, mais là ce sera un levier 2 maximum sur cette paire, hein, mais vraiment maximum. Mais je garde du cash disponible pour effectivement un petit renfort si on vient chercher dans cette zone-là, mais ça me paraît quand même assez difficilement probable sur l'USD MXN, même si là, franchement, tout tente à penser que c'est haussier, mais je ne vois que des cycles. C'est-à-dire que là, moi, je ne vois pas de breakout haussier, je vois qu'un marché en fait qui essaie de jouer des cycles haussiers, mais on a cassé des supports. Et quand on a cassé un support, généralement on a du mal à casser la résistance précédente. Donc on revienne la tester, ok. Si on casse ça, voilà. Là il y aura des choses à se dire, mais j'ai très peu de probabilité selon moi que ça se produise. Donc je reste bien évidemment vendeur de cet actif-là, même si pour l'instant évidemment le prix passe en négatif. Donc pas de renfort hein, en l'état, vraiment pas de renfort sur l'USD MXN, mais pas de sortie de position non plus pour l'instant. Allez, je prends vos questions et ensuite on s'arrête là.
Oui, alors je sais, celle-là, on me l'a fait remarquer plein de fois, le coup de l'abdo fessier. Alors déjà quand même, les gars, pour votre compréhension de l'orthographe française, l'abdominaux ne s'écrit pas avec un H, hein, sinon, sinon j'en serais quand même un peu surpris. Donc voilà, hein, désolé, effectivement, je suis allé un peu vite, ça vous a bien fait rire, mais c'est pas grave. Donc ça y est, c'est corrigé, hein, voilà. Montre-nous un trade intraday plus câble que tu faisais typiquement à l'époque avant que les crypto-monnaies ne changent ton quotidien. Alors, c'est pas les cryptomaniaques qui ont changé mon quotidien. C'est bon, enfin si, d'une certaine mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps que me prend pour indicateur me laisse absolument pas la possibilité de faire du trading intraday. Enfin, je pourrais, hein, je vous garantis que ça me manque un peu quand même le trading intraday. Parce que le swing est quand même assez accessoirement très chiant. Donc peut-être je referai un peu d'intraday. J'étudie ça en fait. Là j'étais en train de me demander du coup si j'allais pas vous faire ça, c'est-à-dire en fait faire les émissions swing lundi, mercredi, vendredi. Et sous condition, on va dire si par exemple il y a des choses qui se passent les autres jours, on fait une petite intro swing. Et garder du coup mercredi et jeudi pour des émissions uniquement intraday, où j'essaie de vous trouver des scénarios intraday. Donc c'était une idée, donc vous me direz ce que vous en pensez, pardon, et je pense que j'essaierai de faire éventuellement un petit truc comme ça. Des émissions plus courtes, hein, du coup, une demi-heure, où là pour le coup, je prépare l'émission, c'est-à-dire je fais mon tour des actifs, je regarde ce qui peut générer un intérêt aujourd'hui en intraday, et je vous donne un scénario intraday. Un truc comme ça. Voilà. Après, j'aime un peu moins ça parce que le problème de l'intraday, c'est que, évidemment, je sais très bien que vous allez tous suivre ça aveuglément et que je déteste vous nourrir. L'idée de vous donner à la becqueté, ça m'insupporte. Donc, je verrai. Voilà, je réfléchis à une forme dans laquelle ça peut être pédagogique tout en ayant l'aspect pratique. Voilà. Parce que, évidemment, l'intraday, la question, c'est de pratiquer. Mais ça, sans que pour autant, vous ayez juste à vous reposer sur vos lauriers, c'est-à-dire attendre que Phil vous donne des scénarios le mardi et le jeudi pour prendre des gains faciles. Donc voilà, franchement, non, je ne veux pas que ça se passe comme ça, donc je réfléchis encore à cette structure. Alors, lorsque tu fais ton buy and hold, as-tu une target en termes de prix laquelle tu prendras tes profits? Oui, c'est 61% de retracement dans un premier temps. C'est-à-dire, je pense, si ça reprend, alors on est sur de l'hebdo, hein, voilà, pour moi, si ça reprend, c'est hop, pack. Donc, essayez de venir chercher la zone des 12 000. Par là, je pense qu'ici, il faudra quand même commencer à réduire un peu la voilure. Tout simplement, tu prends le plus haut, le plus bas qu'on aura fait. En l'heure actuelle, c'est ça qu'on a fait. Voilà, moi, je vise minimum 12 000 et je dirais vers 14 000. Il faudra sérieusement penser à réduire. Hein, tu vois, en fait, quand on viendra au contact de cette trail line-là, donc peu importe le temps qu'on prendra, mais je m'attends normalement à ce que ça soit proche d'un 61, c'est-à-dire, on va dire, entre 13 et 15 000. Par là, c'est dans cette zone-là que je commencerai à sortir du Bitcoin. Et après, évidemment, si on déborde cette zone-là, dans ce cas-là, je vise l'extension, c'est-à-dire 127%. Et dans ce cas-là, je vise les 24-25 000 sur une extension haussière pour le BTC. Mais c'est tout. OK ? Et dans ce cas-là, ici, on aura une zone de consolidation, puis probablement un breakout haussier. Et ce qu'on visera, c'est la target. Et très probablement, la target, elle visera par là. Je pense qu'on va installer des ranges maintenant sur Bitcoin. Et que les tendances haussières, là, les 50 000, 200 000 $, ça, c'est de la connerie. Mais la question va être pour moi ici. Voilà. Il va y avoir une zone très charnière, normalement, si je ne me plante pas, par là. Voilà. Une zone dans laquelle on va se diriger. Et quand on sera par là, ici, évidemment, un risque va revenir dans le marché, donc il ne faudra pas hésiter à réduire la voilure, pas nécessairement sortir intégralement, mais moi, pour ma part, je pense que je sortirai à peu près 75% des achats ici. Et la question, ça sera de voir comment le marché réagit ici. Je pense que normalement, on va soit retracer violemment, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui prend ses profits et le marché retrace tout simplement, et on fait un nouveau V-top, et dans ce cas-là, je serais bien content d'avoir sorti mon cash. Deuxième option, voilà, on range un peu à plat comme ça, et ensuite, tac, on repart à l'achat et on réalise un breakout. D'accord ? Et si on fait ça, là, on consolide, on consolide, on consolide, on consolide, et bam, on rattaque le niveau, et ici, Sine Wave détecte des breakouts. D'accord ? Ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, on prendra le range ici, et on le reportera. On prendra le bottom, hop, sur le niveau sur la zone de break, donc probablement cette zone-là, une zone de breakout, on reportera, et comme de par hasard, ça nous donnera une target proche de ce que j'escompte. Et c'est donc dans cette zone de prix ici que je jouerai mes prises de profit finales. Ok, donc l'objectif c'est de dire, ici il y aura plusieurs réactions possibles. Réaction numéro 1, ça se recasse la gueule, et dans ce cas-là, on a une résistance et on ira mourir là-dedans dans les prochaines années. C'est une option comme ça. Deuxième option, c'est effectivement, ici, il n'y a pas suffisamment de vendeurs, on consolide et on réalise un breakout, et dans ce cas-là, on monte en deux vagues, 1, 2, 3. Voilà.
Tu vois, le marché fait vraiment un truc comme ça pour moi. Hop, on y va doucement, timidement. Soit c'est déjà fini, soit ici on trouve quand même un puissant soutien acheteur, on réalise un breakout. Dans ce cas-là, on pourra étendre la valeur un petit peu au-dessus des 20 000 sans que pour autant, ici, il faille oublier la case prise de profit. C'est-à-dire que là, ceux qui oublieront de prendre les profits ici risquent de se prendre les doigts dans les mains, les doigts dans l'engrenage parce que ça risque de chuter aussi fort que ça. Hein. C'est vraiment, dans un range, quand on arrive dans la partie haute, ça réagit brutal. Hein. Donc je m'attends ici, voilà, une structure V-top. Donc ceux qui ne prendront pas les profits là, ils risquent de se faire démonter. Alors évidemment, ceux qui imaginent que derrière on va faire ça et compagnie, et puis 100 000 $ et Dieu sait quoi, bah, évidemment, eux, ce seront les grands perdants. Parce qu'ils vont acheter ici, hein, ils vont acheter la zone de breakout des 20 000. C'est-à-dire ils vont acheter un peu ici pour les plus malins sur les premiers breaks, puis ils vont racheter ici le breakout des 20 000. Et puis le problème, c'est que quand on va arriver ici, ils vont escompter des prix complètement fous, donc ils vont renforcer ici une nouvelle fois, ils vont avoir un prix moyen ici, ce qui fait que dès qu'on va faire un petit pullback, ils seront dehors, chassés, ils auront pris aucun gain, pris un risque pour prendre aucun gain. C'est évidemment la stratégie totalement gagnante du trader débutant. Hein, donc on fait attention, on gérera son risque là-dedans. Les zones de gestion du risque sont clairement identifiables ici. Elles oscillent pour moi proche de cette zone-là, et des clusters, 61% de retracement de ce canal de baisse, et trucs comme ça. Voilà. Mais on n'en est pas encore là du tout. Attention, je dis toujours, le trading, c'est un mélange de poker et d'échecs. Là, on est plus en train de faire des échecs que du poker. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand même, aux échecs, il faut attendre de voir les coups de l'adversaire et pas anticiper 50 coups en avance. Ça ne sert à rien. En fait, réfléchir trop loin aux échecs, c'est surtout gaspiller inutilement sa réflexion. Voilà. Donc là, je pense qu'à ce stade-là, il faut déjà attendre qu'on valide le bottom avant de penser immédiatement au target. Hein. Voilà. Alors, tu fais ton... Non, ça on a dit. Alors, tu as retourné ta veste concernant la soirée et à toi, tu disais qu'il fallait surtout pas en avoir. Mais j'ai pas dit qu'il fallait... Voilà, il ne faut pas en avoir beaucoup. Je dis simplement que, voilà, tout sortir, c'est pas non plus la solution intelligente. Je dis qu'il ne faut pas avoir beaucoup de son capital en assurance vie. Ça, et j'ai toujours été clair là-dessus. Quand je dis il ne faut surtout pas en avoir, c'est que, voilà, attention, si vous avez 30 000 € d'épargne et que sur ces 30 000 € d'épargne, vous avez tout ça en assurance vie, ou si vous en avez 20 000 sur une assurance vie, c'est con. Voilà. Là, je parle, par exemple, le mec qui a par contre un gros capital, qu'on va dire qu'à 500 000 € d'actifs, 1 million ou un truc comme ça. Là, voilà, si vous gardez 150 000 € d'assurance vie, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous pouvez garder une part marginale d'assurance vie. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas en avoir beaucoup. Il faut que ça reste un tout petit cas d'investissement parce qu'il y a un risque dessus. Et puis il faut faire attention à ce que vous avez alloué comme actif dans cette assurance vie. Faire attention à ne pas être sur de l'OPCVM agressive, parce que en fin de croissance, c'est très mauvais d'être sur des scénarios agressifs. C'est là où effectivement ces fonds se font ruiner et ils perdent du 80% en quelques mois. Voilà, il faut faire très attention. Ces fonds-là, c'est le gros danger. Il faut sortir avant que ça chute. Voilà. C'était ça, en fait, mon message. Ça m'étonnerait que j'ai retourné ma veste. Je pense tout simplement qu'on s'est mal compris la première fois. Voilà. L'assurance vie, c'est pas bon. Il y a un risque. Donc, clairement, moi, quand il y a un risque, j'y suis pas. Donc, moi, j'ai plus d'assurance vie. Mais attention, voilà, moi, j'ai pas un capital énorme. Donc voilà, moi je vois pas l'intérêt, j'avais une assurance vie de 40 000 €, je vois pas l'intérêt de la garder. C'est ça en fait le truc. Je voyais pas l'intérêt de la garder parce que ça représentait, voilà, c'est quand même une somme. Et puis voilà, moi je m'en sers du coup aujourd'hui dans des investissements plus intéressants. C'est simplement ça. Mais pour des gens qui ne sont pas très investisseurs, pas très agressifs dans leur psychologie d'investissement, l'assurance vie pour moi reste quand même un bon vecteur pour une petite portion de capital, c'est simplement ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont une fâcheuse tendance à être surinvestis en assurance vie, et c'est extrêmement dommage, parce que ça, c'est un danger. Et c'était plutôt par rapport à ce risque-là, je pense que je disais qu'il fallait surtout pas en avoir. Voilà. Alors, ce que je pense d'Atos, alors oui, j'en entends parler pas mal de celle-là, effectivement, il y a peut-être un truc à faire, mais quand on entend parler des choses, c'est souvent qu'il ne faut pas y aller. Donc Atos, ouais, non, voilà. Alors, on va aller voir. Donc, pareil, hein, là aussi, une valeur qui s'est complètement fait destroy. Mais il y a eu des splits. Oui, voilà. Donc là, il y a eu 2 reverse splits à 1,15. Et là, combien ? 1,12. OK. Donc, c'est pas mal. Là, il faudrait étudier le profil de l'entreprise. Mais ça ne me paraît pas inintéressant. Mais je dirais que ça manque quand même un peu de maturité.
C'est-à-dire que là, d'un point de vue structure de prix, voilà, tu vois, c'est que des TP. Ce qui fait que là, ça veut dire out pour les vendeurs. Mais je pense que là, les vendeurs, il ne faut vraiment plus être dedans. Hein. C'est-à-dire que ceux qui s'amusaient à vendre Atos, là, franchement, il faut se barrer. Maintenant, est-ce que c'est mature à l'achat? La réponse reste non, pour ma part. Il n'y a pas de confirmation du momentum. On voit qu'on quand même, on parvient enfin à neutraliser un peu tout ça. C'est-à-dire que le momentum baissier commence à se calmer. Mais je pense que c'est majoritairement dû à la sortie des vendeurs à découvert là-dessus. Qui pensent que ça y est, on est arrivé sur des valeurs structurelles où là, vendre est beaucoup trop dangereux. Donc tu as des vendeurs qui se rachètent, mais je pense que le volume que tu vois pour l'instant, c'est surtout des vendeurs qui commencent à se faire un peu la malle. Voilà. Plus que des acheteurs. Donc moi je dirais dans un premier cadre, là, attendre un peu sur ce truc-là. J'essaie de voir les cycles qu'on peut y retrouver, je dirais 1, 3, 5... Et encore, bon voilà, moi je dirais un peu de patience. Voilà. Ça me paraît pas inintéressant, mais en daily, je dirais là, il faut déjà au moins attendre d'avoir un momentum bien arraché pour être sûr que les vendeurs sortent. C'est-à-dire avoir des patterns acheteuses sur le momentum. Parce que là, la dernière pattern que tu vois, c'est le désert de signaux depuis un bon moment. Le dernier signal que tu as, c'est un squeeze et on en est sorti par le bas. Donc c'est pas bon. Voilà. Pour moi, c'est pas bon. Donc je dirais là, le minimum, c'est attendre de la survente ou une pattern bullish. Mais il te faut au moins un petit quelque chose côté momentum. Parce que là, pour l'instant, ça reste une valeur qui s'est bien fait déchirer et tu n'as pas envie d'acheter un momentum vendeur. Voilà, même si à long terme, un truc comme ça, il me semble que ça sera intéressant. Mais il faudra beaucoup de patience. Donc la question, est-ce que c'est nécessaire de rentrer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a urgence à acheter aujourd'hui? Pour moi, la réponse, non, clairement non. Est-ce que c'est plus intéressant d'attendre probablement décembre ou janvier 2019? Ça me paraît pas stupide. Voilà. Moi, j'attendrai peut-être le prochain, voilà, surtout qu'en plus, ça attend quand même des résultats toujours négatifs, mais moins négatifs. Donc effectivement, voilà, moi j'attendrai ça. Le prochain, ici, normalement, tu regardes, il risque d'y avoir une petite pression baissière, et je pense que c'est par là que tu risques d'avoir un momentum survendu, et probablement des prix assez intéressants. Donc je dirais, à la publication des résultats, et dans les 4-5 jours qui vont suivre, la semaine qui va suivre, on va dire, voilà, ça publie 15 novembre, on va dire du 15 novembre au 1er décembre, tu recherches un signal de momentum, pour moi, ce sera un prix d'achat intéressant. Et je compte sur toi. Si ça arrive, tu reviens nous le publier dans les trucs, qu'on en fasse profiter tout le monde. Mais ça, moi, ça me paraît très intéressant. La structure de prix, là, vraiment, pour du value stock, c'est parfait. Pour des gens qui ont des PEA, là, et des trucs comme ça, acheter du Atos, ça me paraît un très bon investissement dans un cycle récessif. Là, par exemple, c'est vraiment typique investissement value stock. Tu achètes ça, tu le revends à 5-6, tu as fait un bon profit, ça te permet de capitaliser en période de baisse. Voilà. Ah, non, c'est quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire on voit pas de live. Voilà, donc je suis en train de le finir. Je termine vos questions et on y passe. Alors, tu parles souvent des cycles bull ou bear sur le momentum. Comment les repères-tu? Oh, quand même. Alors, c'est des algos. Par contre, le truc, encore une fois, c'est que je ne peux pas vous donner mes algos parce que quand même, c'est mon boulot et je ne vais pas vous les donner. Mais comme d'hab, je ne vais pas faire non plus le saligo. Hein, voilà, je vous montre à quoi ressemblent quelques patterns, comment on définit une pattern d'achat, une pattern de vente. Là, par exemple, tu vois, tu as une pattern qui s'appelle le running flat. Donc ça, c'est une pattern bullish. C'est la façon dont je détermine ça via une lecture uniquement du momentum. Ça, par exemple, tu vois, c'est les conditions que ça requiert. Donc c'est des patterns qui ont à peu près chacune 10 conditions. Donc ce sont des patterns très précises. Et des patterns comme ça, j'en détecte à peu près une centaine à l'achat et une centaine à la vente. Donc, voilà, c'est pour te dire que je ne peux pas t'expliquer comment je détecte mes patterns de momentum parce que tu n'y comprendrais rien du tout. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Pourquoi j'ai codé ces indicateurs? Parce que plutôt que d'avoir à retenir 100 patterns, je préfère qu'un indicateur le fasse pour moi. Donc voilà, les patterns bull, ils détectent bull ici parce que c'est un schéma de momentum qui détecte une pattern bullish. Ça ne veut pas dire que derrière les prix vont être bullish forcément, ça veut dire que le momentum a une structure qui favorise les achats. De même qu'ici, pour Sine Wave, c'est le même exercice, mais avec une lecture cyclique du marché. Là, le marché regarde les différents cycles, enfin l'indicateur regarde les différents cycles, comment les prix ont réagi, et il va dire, ok, moi par rapport à ce que je vois là, la structure des cycles sous-entend que le marché est plutôt à la recherche de prise de profit, d'achat, de vente, de trucs comme ça. Et après, on regarde comment le marché réagit. Ce sont des indicateurs qui sont prédictifs. C'est-à-dire c'est des patterns qui disent, face à ce marché-là, statistiquement parlant, il y a plus de chances qu'il se produise ceci.
C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se produire. Ça veut dire que d'un point de vue statistique, c'est ce qui a le plus de chances de se produire. Je vous rappelle ici que je ne suis pas magicien. Moi, mon travail, c'est pas de dire c'est ça qui va se produire. C'est bien évidemment ce que je viens de vous dire juste avant, c'est de dire c'est ça qui a le plus de chances de se produire. Et après, je regarde si le marché suit ou ne suit pas. Mais en faisant ça, vous réduisez le risque. Et trader, ce n'est que ça. Réduire son putain de risque. Le reste, c'est que l'affaire des vendeurs de rêve. Ceux qui vont vous dire la stratégie gagnante, le machin, c'est comme ça qu'on anticipe les mouvements de marché. Non, non, que dalle. On réduit son risque. Celui qui réduit le mieux son risque gagnera plus d'argent que l'autre. C'est aussi simple que ça. Celui qui vous vend du rêve, de la lambeau, du trading facile, du machin, c'est bullshit. Il est surtout en train de vous vendre des formations et en général, c'est ces formations qui le font vivre, ce mec-là. Hein. Voilà. Allez, du coup, vous me faites tout le temps... alors, Anne 6, celui-là, on ne connaissait pas. Mais si c'est une explosion de bulles, alors, signal en daily. Ok, c'est bien, on va aller voir ça. Alors, ANSS, j'imagine au Nasdaq. Oui, ouf, voilà. Donc, c'est une belle explosion, mais ce n'est pas une bulle. Le schéma ne correspond pas à une bulle. Là, tu as un schéma de début de phase correctrice. Ça, c'est plus une action qui ressemble à Nvidia. Tu vois le canal et hop, et ça enfonce les supports. Donc là, attention, tu ne viseras pas plus bas que ces zones-là. Tu as un gap ici à viser qui sera l'objectif final de cette valeur. Mais attention, le gap, on risque de le tester juste en support. C'est-à-dire que là, moi je dis, il faut tenir ces deux niveaux-là comme étant très 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 dangereux. Moi, je viserais honnêtement difficilement plus bas que ça. Ça me semble plus être une vague 1 qu'un début de crack, ce truc-là. Pour moi, ça n'a pas une structure crachante. Voilà. Alors, on va voir à long terme. Ouf, oui, bon. Alors quand même, si, c'est bullesque. Hein. C'est complètement bullesque. C'est complètement bullesque. Alors, est-ce que la pattern est réactive? Oui, tu as bien la hausse de volume et les baisses des valorisations, donc c'est bon. Alors tu peux trader ça comme une bulle, par contre comme tu vas arriver sous les premières zones support, je pense qu'ici il ne faudra pas oublier la case premiers encaissements, rappelle-toi, mais effectivement là à ce stade-là, il n'y a plus de vente à faire, attendre le dead cat bounce, effectivement ça c'est une valeur qui crachera. À long terme, l'objectif va donc être de effacer entièrement la phase de hausse ici, c'est-à-dire revenir vers ces zones de prix, revenir vers du 90$ et en fonction de la première phase, normalement. Donc, elle ne devrait pas tarder à se terminer. Hein. Je pense que par là, tu devrais quand même trouver un support. Donc ici, dead cat bounce. Dead cat bounce qui risque d'être assez long. Hein, parce que, alors ça, je vais vous le donner, c'est une petite astuce. Plus le V-top est brutal, c'est-à-dire en fait, les prix viennent là, ça chute d'un coup, ça déclenche la pattern, l'effondrement de valorisation. Plus le dead cat bounce sera rapide. C'est-à-dire que derrière, si par exemple on est venu ici très rapidement et voilà, hop, le dead cat bounce sera rapide. Tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement peu de demandes acheteuses que le retracement va se faire très vite et on réenclenchera derrière très rapidement les nouvelles phases de baisse. Là, on a passé beaucoup de temps à exécuter le volume à la hausse. Je pense que le dead cat bounce sera assez long sur cette valeur. Donc, attends bien de voir deux cycles distincts très nets de retracement acheteur. D'accord? Et comme toujours, minimum 61% de retracement à envisager. Donc tu ne revendras pas avant les 172 et il faudra probablement être patient. Ce truc-là peut prendre très longtemps à faire son dead cat bounce. Voilà. Donc derrière, je dirais vraiment beaucoup de patience. Ça peut être beaucoup plus long que prévu sur cette valeur-là. Ce qui sera intéressant, effectivement, c'est le short ici pour jouer donc les premières dégradations à un marché qui risque de réagir comme ça, comme ça, comme ça et hop, comme ça. Derrière, ici, on fait la phase de purge, ensuite ça remonte en deux vagues, retester le niveau ici, et derrière, tu as la dernière phase de purge qui risque d'aller un petit peu plus bas et venir chercher ces supports-là. Ok? Mais la phase très lente, hein. Derrière celle-là, effectivement, ça rechute doucement, 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 et après, on repart sur un cycle acheteur. Ok? C'est vraiment ça, hein, la structure de crash de la valeur. À voir hein, en fonction d'eux, mais ça m'étonnerait que ça aille beaucoup beaucoup plus bas que ça, mais généralement voilà, on va revenir vers les derniers prix rationnels, c'est-à-dire avant le tax plan quoi. Alors, pas plus tes cadres techniques comme les idiots web. Ah oui, alors il faudrait détailler un petit peu plus, c'est vrai qu'on fait moins les cadres techniques en ce moment, tout simplement parce qu'en fait je viens de remplacer le cadre technique Elliotiste par les canaux. Comme toujours, et ça j'insiste là-dessus, et j'espère que pour vous c'était clair dans vos têtes, le cadre technique, c'est pas là que se trouve le détail, c'est pas là que vous devez concentrer votre énergie. Je sais que c'est une erreur que beaucoup d'entre vous commettent, c'est une erreur que j'ai commise moi-même pendant plusieurs années. Hein. Pourquoi je connais tous les cadres techniques, ou en tout cas on va dire 80% des cadres techniques
majeurs dans le trading, tout simplement parce que je les ai bêtement tous appris, pensant que c'était là que se trouvait la résultante d'un trading gagnant et qu'en fait il suffisait d'avoir un bon cadre technique pour être bon trader. En fait c'est faux, c'est vraiment faux. Alors que vous vouliez faire les erreurs vous-même, je peux le comprendre, je le conçois totalement. Mais si vous pouvez me croire sur parole, et je vous invite encore une fois pas à le faire, mais en tout cas de ne pas perdre trop de temps là-dedans, voilà, c'est un conseil que je vous donne, que vous ne le suiviez pas à la règle, je peux le comprendre, et que vous préfériez faire les erreurs vous-même, mais vous vous rendrez probablement compte de la même conclusion que moi à terme, ce qui est que vous aurez perdu beaucoup plus de temps que prévu à essayer de chercher le cadre technique magique. Elliott Wave n'est pas la solution à vos problèmes, le market profile n'est pas la solution à vos problèmes. La solution à vos problèmes, c'est de comprendre que la stratégie, ce n'est pas qu'un cadre technique, c'est bien de respecter 3 putains d'étapes simples, mais il faut mettre autant d'huile de coude à bien maîtriser chacune de ces étapes au lieu de vous concentrer bêtement toujours sur celle du cadre technique. Okay, le cadre technique ne fera pas de vous un trader. Donc apprendre des formations Ishimoku, bullshit. Ishimoku, c'est un cadre technique. Si vous passez tout votre temps à apprendre le cadre technique, vous êtes juste complètement dans le faux. Ça peut vous aider, Ishimoku. Le but d'un cadre technique, encore une fois, c'est une seule et unique chose, effacer 80% des prix pour que vous ne cherchiez pas de signaux dans des prix qui n'ont aucun intérêt. C'est simplement ça le cadre technique. Donc que ce soit Elliott Wave, Ishimoku, qui que ce soit, quoi que ce soit, il faut juste effacer 80% des prix. Ok ? Et à quoi servent mes canaux, d'accord, pour ceux qui ne les ont pas vus. Alors vous les aurez bientôt, je vais vous les donner. Je ne sais juste pas encore sous quelle forme je vais vous les penser. Mais voilà, ces canaux, ils font exactement ce job-là. Ils suppriment 80% des prix. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez rechercher des ventes, regardez, je ne vais pas vous mentir, comment je les ai créés ces trucs-là. Ah non, c'est pas ça que je veux, pardon. Hop, voilà. Ah merde, je pensais l'avoir mis dans les noms. Mais en fait, c'est des 80%. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là, c'est la taille du canal, et la zone ici, c'est 80% du canal. C'est-à-dire là, en fait, vous avez 20%, et ça rejette 80% des prix. C'est-à-dire que pour acheter, c'est ici, et proche de là que c'est intéressant, et c'est là que se trouvent les 20% de prix les plus intéressants. C'est là-dedans que, de préférence, vous devez essayer de trader. Mais ce que je vous apprends, encore une fois, je l'applique moi-même. Et si je vous ai créé ces canaux, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, supprimer 80% des prix, le job ici est fait à travers ces canaux. Donc, si j'ai fait ça, c'est encore une fois pas parce que c'est ça qui va faire de vous un trader magique, c'est simplement que, rappelez-vous le cadre technique que je vous demandais de faire. Je vous demandais toujours de chercher les cycles et de tracer des canaux. En fait, si vous vous rendez compte, ce truc-là, ça fait le boulot, en fait. Si je vous ai fait ça, c'est que ce truc-là remplit le rôle du traçage des canaux. Ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez plus à le faire. Ça remplace un travail manuel, d'accord ? Ça simplifie un travail manuel, donc ce sera forcément moins efficace que si vous faites un décompte Elliott Wave ou des trucs comme ça, mais ça fait le job. Voilà, ça fera le job. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ok ? ABX sur l'acier, United States Steel, daily point possible C, retracement sur... Alors, on va aller voir ça. Donc, Isin... ça s'appelle juste X, ça me paraît bizarre. Bon, ABX. Mais oui, de toute façon, alors similaire à ABX, ça c'est la gold, ok. Donc là, tu es sur un autre métal, j'imagine qu'ils font juste de l'acierie. C'est possible, son point où il y a un an, après... Ah voilà, en plus tu nous mets un graphique. Ok, non mais ça... Ok. La valeur s'appelle réellement juste X, c'est marrant comme truc. Non, là tu n'es pas bon, il faut attendre plus bas sur cette valeur-là. Tu es dans un actif baissier, tu es sur un support, il y aura donc probablement, effectivement, comme tu le vois, cassure de ce support. Donc non, moi je n'achèterai pas le repli ici. Je pense que ce marché ira plus bas, chercher ton point C et probablement à du 78,6. Attention, on ne fait pas ça. 78,6, ce n'est pas un niveau de retracement, c'est un niveau d'extension. Le niveau de retracement, c'est 76,4. Donc tu mets 76,4 ici, pas 78,6. C'est proche, on est bien d'accord, et c'est de toute façon proche de cette zone. Je pense que les achats se feront. Mais pour moi, ce support-là, il faut le laisser céder.
et chercher donc des patterns plutôt de type exit ou take profit ici, et après les réactivations bullish de ce prix-là pour se passer à l'achat de ce truc comme ça. Plus gros volume jamais vu sur le AUD/NZD en daily, ça veut dire quoi? Alors moi je n'ai pas vu ça, mais on va aller voir. Alors après ça dépend des différents exchanges. Ah si, oui, ok, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un gros volume d'échanges sur l'AUD/NZD. Ok, bon ben voilà, tu vois, la dernière fois qu'on avait eu un gros spike comme ça, c'était effectivement avant que le marché trouve un dip majeur. Donc on va voir, c'est vrai qu'il y a eu un gros volume, merci de me le faire noter. On va surveiller ça dans les prochains jours. De toute façon, moi je vous dis, la UDNZD, je ne rachèterai que par là, et sous cette condition uniquement. À voir, voilà. À voir dans les prochains jours ce qui se passera sur la UDNZD. Merci vos avis. Ok, je profite dans le secteur de la santé encore. Je pense que ça peut se tenter. Striker. Alors le problème de la santé, encore une fois, faites attention à bien répartir votre risque. Si vous êtes attiré que par les valeurs de biotech, santé et compagnie, attention à ne pas vous positionner sur plusieurs de ces valeurs avec un levier conséquent. Je vous rappelle que prendre 2 biotech à la vente, c'est mieux de prendre les 2 plutôt que d'en prendre une, mais dans ce cas-là, le levier que vous auriez mis, vous le séparez en 2 sur ces 2 valeurs, au lieu de mettre 2 fois un levier plein sur chacune de ces valeurs, parce qu'en faisant ça, tout simplement, vous utilisez un levier 2 fois plus gros que ce que vous devriez faire, donc vous augmentez votre risque, et évidemment, si les deux vont probablement réagir de la même façon. Donc si les 2 échouent, malheureusement, vous avez multiplié votre perte par 2. Et je vous rappelle qu'un trader, c'est surtout un bon trader, c'est surtout quelqu'un qui sait limiter ses pertes. Faire des gains, encore une fois, c'est facile. Le plus difficile, c'est de ne pas les rendre. Ok, donc là c'est bien. Pour moi, tu as un actif bien vendeur qui range, c'est-à-dire des vendeurs face à des acheteurs. Donc tu vois toujours les acheteurs qui soutiennent, malgré tant bien que mal, la structure de tendance. Par contre, ce que tu vois, c'est que là, tu as vraiment un marché en essoufflement. Et je pense que ce qui domine ici, c'est bien le double signal bear. Donc j'aurais tendance à dire ici, tu attends gentiment que le cycle boule casse. Par contre, comme il y a quand même des acheteurs en soutien, tu sais que ce marché-là ne va pas s'effondrer en ligne droite. Donc moi, je dirais que ce truc-là, c'est PAC. Dead Cat Bounce, et après on passe sur des cycles beaucoup plus vendeurs. Ok, alors pas Dead Cat Bounce, mais ici tu installes une vague 1, donc le but c'est de casser ces supports là, de casser des soutiens acheteurs, de vraiment marquer l'action de prix, venir casser un peu de support, mais je dirais que voilà, ici tu vises pas plus bas que ça. Voilà, sur ce truc là tu vas avoir un cycle bullish cassé, ce qui fait que tu vas avoir une target sine wave ici, et ici il faut absolument gérer ton risque, c'est à dire que si tu veux rester vendeur, ça te regarde. Moi honnêtement ici je pense que le travail sera fait, qu'il faudra encaisser ton gain, quitte à le réinvestir si le marché commence à partir complètement en sucette, mais je pense qu'il ne faut pas viser plus bas qu'un truc comme ça ici. Hop. Allez, du coup, vous me faites la tournée complète maintenant. Vous me faites toutes vos actions en portefeuille, c'est ça? Alors, CHMA. J'ai pas vu d'où c'était ça. C'est quel secteur? Nasdaq, ok. C'est quoi comme type de valeur? Pharmaceuticals. Ok, donc une valeur pharmaceutique, je pense que ça ne peut pas être inintéressant. Par contre, là, en termes de maturité, ça me paraît quand même un peu dangereux. Alors, donc c'est une pharma extrêmement baissière. J'aimerais bien savoir ce qu'elle fait, cette pharma, en fait. J'aimerais bien savoir, parce que si c'est une pharma qui fait du génome, comme font toutes les pharmas, si elle s'est fait dézinguer en plein cycle de croissance, alors que c'était des valeurs de croissance, les pharmas. Alors quoique pas vraiment, c'est vrai qu'en 2016, elles n'ont pas été très appréciées, les pharmas. C'était plus sur le cycle croissance 2012-2017, il me semble, 2016, 2015, on va dire qu'elles ont été recherchées. Alors, on va essayer. Là, c'est bien. Elle est intéressante d'un point de vue technique, celle-là, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, je vais faire une analyse un petit peu plus poussée. Donc, on va effectivement effacer ça. Je veux voir quel pourcentage de retracement on a fait. Ah non, non, tu as eu un plus bas ici, donc non. Ah, ça ne m'intéresse pas. C'est une action trop volatile. Si ici, on avait tenu le bottom sans casser ça, tu vois, et si ça avait fait POC, juste une structure de retracement et un mouvement acheteur, je t'aurais dit OK. Ah non, attends, mais c'est n'importe quoi ce truc. Ici, c'est aller plus bas ou pas?
Ah oui, si, ça allait plus bas. Donc comme ça a réussi à coter plus bas ici, moi je ne m'amuserai pas à ça. Voilà, je ne jouerai pas à ce truc-là. Le soutien acheteur est très faible. Et tu vois, effectivement, ici, ça a piégé. C'est-à-dire, en fait, là, le marché monte. Ça a piégé du vendeur. Mais pour moi, piéger du vendeur, ça montre qu'il y a des acheteurs qui se sont positionnés là. Ils ont breaké derrière et ils installent une tendance. Par contre, je pense que là, tu es vraiment sur le bout de maturité. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est une vague 1 qui va pas tarder à se terminer. Dans ce cas-là, il faut vraiment être très, très, très patient. Il me semble que ce truc-là, c'est pas intéressant avant. Si c'est une valeur haussière, elle sera pas intéressante avant un bon moment. Elle te donnera une profonde vague 2, là, je pense, au moins aussi longue que l'impulsion, voire plus. Donc là, tu sais qu'un truc comme ça, il y a plusieurs mois d'attente avant d'espérer avoir un truc éventuellement intéressant. Et je pense très honnêtement que la valeur à attirer derrière ne sera pas franchement folklorique non plus. Je pense honnêtement, vu la tronche du gap ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résistance. À voir. Voilà, peut-être tu pourras tirer une vague 3 en clôture du gap, et c'est vraiment tout ce que tu pourras espérer derrière. Ce ne sera pas inintéressant, hein, encore une fois. C'est des valeurs qui ont bien été déchirées, bien survendues. Ce ne sera peut-être pas complètement inintéressant. Mais voilà, moi je pense que là, le schéma est qu'ici, il n'y a rien à faire, à part revendre. Mais la dernière fois, les vendeurs se sont fait piéger, donc moi je ne revendrai pas à découvert un truc pareil. Mais peut-être un achat à jouer, mais dans au moins 1 à 2 trimestres. Tu vas bien, vous êtes con. Allez, bye les gars, bonne journée, à demain, et soyez sages.